Ardio, c'est carré. Ardio, c'est du lourd. Ardio, c'est énorme. Aujourd'hui, on s'est baladé dans le beau pays libournais et on se pose avec la classe de bac pro Vitiono du lycée agricole de Montagne-Saint-Émilion. Alors préparez-vous à voyager au pays du vin, à parler agriculture, enjeux de société, et je vous promets une petite touche culture en fin d'émission. Alors détendez-vous, ouvrez les fenêtres pour celles et ceux en voiture, sortez l'apéro sur votre terrasse, tirez la chasse et installez-vous sur le canapé. Le terroir, c'est le savoir. À vous les jeunes. C'est juste une question d'agriculture. Bonjour et bienvenue dans la rubrique C'est juste une question d'agriculture. Cette émission recadre et valorise les valeurs agricoles tout en dénonçant le monde de l'industrie. Pour cela, aujourd'hui nous allons questionner des personnes au sujet de l'agriculture et des produits qu'elle nous offre. Nous allons illustrer l'image et la réalité du monde rural. Le monde rural détermine notre paysage. L'agriculture en est le moteur principal. On parle de la prépondérance de l'agriculture, mais elle est négligée dans ce nouveau monde. Nous sommes dans l'ère de l'industrialisation qui supprime le local et nos terroirs et tue les exploitations, les toutes petites, tout autant que les plus importantes. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous allons vous livrer de vraies informations, de la production aux produits consommés, par vous, chers auditeurs, chères auditrices, afin d'en démasquer ce qui se passe dans la réalité. Un exemple typique de deux types d'agriculture complètement différentes. Nous allons vous présenter le parcours d'un steak acheté en grande surface et d'un autre acheté directement en boucherie. Dans un premier temps, voyons comment fonctionne la production intensive. Elle se trouve en grande partie dans des pays étrangers. Alors quand je vous parle de pays étrangers, je vous parle principalement des États-Unis. Les bœufs y sont agglutinés en stabulation et ne voient pas un brin d'herbe. Ils sont en général nourris avec des produits OGM qui viennent principalement du Brésil. Nous ne savons pas d'où provient réellement l'animal, ni comment il a été élevé et abattu lorsque nous l'achetons sur nos étalages. Dans un second temps, nous allons suivre le chemin d'un steak de bœuf dans une exploitation à production locale et limitée. Le bœuf est élevé en plein air, donc élevé dans le respect de l'animal. Les bœufs de l'exploitation sont destinés à être abattus dans des abattoirs locaux. Nous savons donc d'où provient la viande et quelle est sa destination. Nous retrouvons la viande produite intensivement dans les grandes surfaces et elle constitue la plus grosse part de viande achetée dans l'e-commerce. On constate que ces produits venus d'ailleurs sont valorisés par la population par manque de temps, d'argent ou bien tout simplement par manque d'intérêt pour nos producteurs français. Dans cette bataille, nos agriculteurs sont délaissés, non valorisés. Le pouvoir d'achat des consommateurs est en baisse, notamment à cause de la crise sanitaire et de l'augmentation des matières premières, ce qui ne leur permet point d'acheter des produits locaux, car plus chers que ceux des grandes industries. Les grandes et moyennes surfaces essayent de se donner une bonne conscience en se valorisant dans des démarches publicitaires et auprès des agriculteurs. Malgré cette démarche, les agriculteurs n'arrivent pas à vivre, ils survivent. Afin de compléter nos connaissances sur le sujet et de créer un constat, nous allons interroger un ancien éleveur bovin et céréalier, mais aussi une personne extérieure au métier. Nous aurons alors deux perspectives différentes sur la question. Ainsi, nous pourrons évaluer l'écart de vie entre un agriculteur et une personne complètement neutre. Je vais vous laisser en compagnie de Manon. Bonjour Manon. Oui, merci Alex. Je suis sur le terrain afin de questionner un jeune agriculteur, Kélian, qui était un ancien éleveur bovin et également céréalier. Donc, bonjour Kélian. Bonjour. Que pensez-vous de l'agriculture française et de leurs agriculteurs ? Tout d'abord, c'est une agriculture qui cherche à évoluer de plus en plus vers tout ce qui est agroécologie et compagnie. Cette agriculture permet de nourrir la population française, malgré on joue encore un gros rôle sur l'importation et l'exportation. Et on a beau la critiquer dans tous les sens, les agriculteurs français, c'est ceux qui, je pense, de mon avis, qui font le plus d'efforts pour l'environnement, le respect de l'animal, toutes ces choses dont on nous reproche. En tant qu'agriculteur, pensez-vous que l'agriculture est essentielle à notre paysage ainsi que pour notre santé ?
même plus qu'essentiel, on ne peut pas s'en passer. Mais déjà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça sert pour nourrir la population. Et après, le deuxième rôle de l'agriculture, c'est quand même d'entretenir le paysage, parce que imaginez un paysage sans paysans, et ça fait des friches, de la forêt, et puis après on irait pleurer parce qu'il y a trop de gibier, ou ça plairait pas à la population parce que ça serait en bazar. Hein. Où achetez-vous vos produits alimentaires et pourquoi ? Alors j'en achète pas énormément au final parce que vu que j'ai le matériel pour et les terres pour, je fais quand même pas mal de jardin. Vous êtes en autosuffisance ? Ouais, pratiquement, à part pour la viande, donc j'achète chez le boucher. Actuellement là, on a arrêté l'élevage bovin pour cause financière, mais on a projet de reprendre un élevage ovin, donc du coup faire des agneaux viande, et là on pourra de nouveau pouvoir profiter de la viande. Donc à propos de cet élevage bovin, céréalier, etc., comment avez-vous vécu la transition entre les industries et les agriculteurs du monde rural ? Mauvaise. Ils ont pris une trop grosse place dans nos produits. Tout ça pour une cause de marché, quoi. Ça coûte moins cher de produire en grande quantité et avec bas coût, avec plein de petites façons qui permettent d'éviter d'augmenter les coûts. Nous, par exemple, en France, on va nous demander est-ce que les vaches elles soient en logette, en stabulation, donc soit air-paillé, soit en logette, du coup, en circulation libre dans les bâtiments. Donc vous n'êtes pas en production massive ? Non, et on nous demande d'avoir un certain nombre de têtes, donc je parle bien de vaches, par mètre carré. Et de plus, nous, on a plein de normes, donc maintenant on nous demande et on nous propose des matelas pour les vaches, des brosses, tout ça pour améliorer le bien-être animal. On a fait plein d'efforts là-dessus. Très bien. Qu'avez-vous pu faire pour essayer de faire revenir la clientèle dans vos fermes et leur donner le goût du local, sachant que la plupart des personnes comme les citadins préfèrent aller dans les supermarchés car ils ont un manque de temps bien évidemment dans leur travail, etc. Alors moi personnellement sur l'exploitation c'est pas encore développé, mais il y en a plein d'autres exemples. Il y en a qui ont fait de la vente directe, beaucoup de ventes directes, aussi des visites de ferme, ça se fait quelque chose qui se fait beaucoup. On développe quelque chose de culturel aussi. Ouais. Et puis après, donc c'est aussi la valeur de transmettre le métier, expliquer, parce qu'en fait autrefois le métier, quand on disait paysan, tout le monde savait ce que c'était, et puis on s'est rendu compte que plus ça allait, plus il y avait plus grand monde qui connaissait ça. Donc ils font ça. Il y a aussi une exploitation pas loin de chez moi, je ne sais plus son nom, mais elles font, quand ils sèment les maïs, ils s'amusent à faire un labyrinthe dans les maïs. Et ils font les enfants viennent s'amuser. C'est quelque chose de ludique pour la jeune population, pour leur faire prendre conscience et les faire grandir dans ce nouveau monde-là qu'on cherche à développer. C'est tout à fait ça. Et aussi, après, du coup, à la clé, c'est producteurs, donc c'est producteurs de vaches laitières. Et ils font des glaces à la ferme. Et donc après, du coup, les enfants ont fait leur petite journée dans le champ de maïs. Ils ont aussi, je crois, avec l'ancien châssis d'une batteuse, ils ont fait des balançoires. Enfin, ils s'amusent. Et à la fin, ils proposent, ça permet de valoriser le produit et d'attirer de la clientèle. J'ai une dernière question pour clôturer cette interview. Comment avez-vous su faire face aux industriels qui veulent toujours plus en payant toujours moins les paysans ? C'est pas tellement les industriels, enfin si quelque part, mais c'est la grande distribution et tout plein de marchés. À la sortie de la guerre, ils nous ont demandé de produire à fond parce que on manquait d'agriculteurs et puis le pays était en détresse alimentaire. Et puis cette tendance est restée et puis ça a continué et puis on cherche toujours à produire, mais produire toujours moins cher pour gagner plus. Et maintenant on se rend compte qu'il faut revenir en arrière. Par exemple, avant on arrachait les haies pour augmenter les champs, les surfaces, pour faciliter la mécanisation, et puis maintenant on se rend compte que on a mal fait, que ça atteint la biodiversité et que du coup on fait le sens inverse, maintenant on replante des haies. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir donné votre temps.
Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. De Au rien. revoir. Au revoir. Merci beaucoup Manon. Avant d'écouter un deuxième entretien, je tiens à définir quelques mots qui sont utiles à la compréhension de tous. Produits phytosanitaires. Un produit phytosanitaire, c'est une substance chimique destinée à la protection des plantes. Polyculture. La polyculture, c'est une culture simultanée de différents produits sur un même domaine, opposé à la monoculture. Bio. Le bio, c'est le fait d'élaborer un produit dans le respect de l'environnement et avec des produits naturels. Remembrement. Le remembrement, c'est le regroupement de parcelles de terre afin de constituer un domaine agricole d'un seul tenant. Maintenant, nous retrouvons Manon sur le terrain pour interviewer Emmanuel Chauveau, secrétaire administratif dans un lycée. Donc nous nous retrouvons maintenant dans une administration avec une secrétaire qui n'est pas du métier mais qui a quand même des connaissances dans l'agriculture. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Emmanuel Chauveau, je suis secrétaire administrative en lycée agricole et j'ai 50 ans. Donc nous avons auparavant questionné un jeune agriculteur. Mhm. Donc vos questions sont un peu différentes par rapport au fait que vous n'êtes pas du métier. Bien sûr. Que pensez-vous de l'agriculture française et de leurs agriculteurs ? Alors, ce que je pense de l'agriculture française, c'est peut-être intéressant que je me présente un peu plus pour savoir d'où je parle, en fait. Donc, j'ai été élevée à la campagne et j'ai travaillé en lycée agricole. Je travaille en lycée agricole depuis la fin des années 90. Voilà. Qu'est-ce que je pense du monde agricole français ? Pour moi, c'est un monde qui est très hétérogène, avec des disparités très importantes d'une filière à une autre, des situations économiques, familiales, des problématiques techniques aussi très particulières. Donc c'est difficile pour moi de donner un jugement monolithique de ce monde-là. Voilà. J'ai vu la mise en place de l'agriculture conventionnelle dans mon enfance, entre autres choses. J'ai vu le remembrement se faire petit à petit. J'ai vu l'informatisation aussi des systèmes d'élevage. Donc j'ai vu toutes ces évolutions. Et j'ai envie de dire, j'ai aussi vu du coup l'évolution dans les assiettes. J'ai envie de dire, c'est vrai que c'est une profession qui est très malmenée en ce moment. J'ai envie de dire que les agriculteurs, comme d'autres professionnels, d'autres secteurs, ils sont à la fois responsables et victimes de ce glissement. Voilà. Alors, je dirais victime parce que toujours dans les années 80, j'étais pré-ado, je me souviens d'un commercial du Crédit Agricole qui était venu démarcher mes parents. Et l'échange s'était recentré en fait sur les agriculteurs. Mes parents constataient un surendettement des agriculteurs autour d'eux et avaient demandé à ce commercial « Mais pensez-vous que ce soit viable ?» Et il avait dit, avec beaucoup de cynisme, « Ah mais non, nous savons très bien que la moitié des entreprises agricoles vont disparaître d'ici 20 ans. Et qu'il y a une sélection vraiment économique. » Donc ça, c'est la partie victime. Dans la partie victime, il y a aussi les injonctions à utiliser des produits phytosanitaires, à amener de la chimie. Alors, c'est vrai que ça a allégé la charge de travail des agriculteurs, parce que c'est un travail qui est très, très prenant. Mais ça a induit aussi des atteintes sur leur santé, en étant exposés à ces produits, une baisse de la qualité alimentaire, et bien sûr un impact sur nos écosystèmes. D'après vous, quels sont les rôles d'un agriculteur dans la société ? Qu'est-ce qui met en jeu Alors, il y a des rôles qui sont, je crois, évidents pour tous. Ce sont eux qui nous nourrissent. Donc c'est un rôle qui est absolument capital, vital. Mais ce sont eux aussi, finalement, qui fabriquent, qui construisent et qui entretiennent le paysage. La France est un pays, j'ai envie de dire, avec provocation, vide. C'est-à-dire qu'on a des régions entières qui sont désertifiées. Le paysage, c'est une construction, ça n'est pas le fruit de la nature. Et ce sont eux qui entretiennent ça. Après, là-dessus, on a des enjeux aussi d'autonomie alimentaire. La France est un pays, enfin, on a la chance d'être dans un pays où il y a une diversité
de conditions climatiques, de paysages, de traditions d'élevage, de culture, etc., très très riches. Et ils sont aussi normalement, de façon induite, les garants de cette diversité et d'une relative autonomie. Où achetez-vous vos produits alimentaires et pourquoi ? Depuis que je marche, je vais au marché. Je suis vraiment accro au marché. C'est le marché qui me met en appétit. J'aime aussi le contact direct avec notamment les producteurs, même s'il n'y a pas que des producteurs. J'aime l'idée qu'on court-circuite les intermédiaires. J'aime la possibilité d'échanger avec eux et de leur offrir un retour sur les produits. Et comme mes parents ont eu un potager très très longtemps, je sais aussi le travail qu'il y a derrière. Donc j'ai envie de donner un maximum de profit aux producteurs plutôt que de passer par des intermédiaires. Et est-ce que ça vous arrive quelquefois par manque de temps par rapport à votre travail ou quoi que ce soit que vous fournissiez en niveau viande et tout ça dans les grandes surfaces Alors, donc en 1, je privilégie le marché. En 2, les magasins bio. Et puis après, il y a tout un tas de produits qu'on ne trouve ni sur le marché ni en magasin bio ou à un prix que je trouve inacceptable. Donc effectivement, je vais aussi en grande surface pour compléter ça. En parlant de grande surface, que pensez-vous de l'agriculture intensive ? Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le monde... les agriculteurs, pour moi, sont à la fois victimes et responsables, mais au même titre que d'autres professions. Ça rejoint, pour moi, les problématiques de l'industrie aussi. Il y a eu une pression sur eux pour sortir de l'agriculture vivrière, dans un premier temps, puis de la polyculture élevage, dans un second temps. Il y a eu des pressions pour qu'ils se spécialisent, pour augmenter les rendements. Alors on sait qu'il y a le contexte post-guerre de la reconstruction, la nécessité de nourrir une population grandissante, etc. Mais ils se sont retrouvés piégés dans un système qui, pour moi, les met hors sol. Alors, ça paraît être juste un jeu de mots comme ça. Mais en fait, on a fait d'eux des chefs d'entreprise. Et ça se fait au détriment de leur cœur de métier, des raisons profondes pour lesquelles ils ont choisi ce métier-là. Mais ça fait aussi qu'ils contribuent à la malbouffe et à la destruction de nos écosystèmes sous la pression, notamment, effectivement, des grandes et moyennes surfaces. Puisque les grandes et moyennes surfaces, je n'ai pas les chiffres contemporains en tête, mais il y a encore 10 ans, c'était 80% des ventes alimentaires en France. Donc effectivement, ils sont pieds et mains liés, avec des négociations très serrées dans les centrales d'achat. Pour clôturer cette interview, je voudrais vous demander un avis sur les problèmes que pourrait rencontrer l'agriculture de nos jours. Alors je crois que les problèmes, ils sont assez bien identifiés. Pour moi, il y a 2 problèmes majeurs qui émergent parce qu'il y a quand même une prise de conscience forte dans la profession. C'est comment peut-on faire du bio, parce que finalement ce qu'on appelle le bio, c'est ce que faisaient les agriculteurs en début du siècle. On n'a rien inventé. Comment retourner à ce mode de production-là avec des coûts de main-d'œuvre, parce que c'est une pratique qui suppose beaucoup de salariat. Comment faire en sorte qu'on puisse dégager des volumes via cette production-là qui permettent de nourrir tout le monde? Et comment fait-on en sorte, puisque la qualité a un coût, comment fait-on en sorte socialement que toute la population ait accès à cette alimentation de qualité? Je crois que c'est vraiment les défis. Je ne pense pas qu'on puisse envisager, qu'on puisse isoler la question de ce que certains appellent la transition écologique ou agroécologique. Je ne pense pas qu'on puisse l'isoler de l'accès financier de toute la population à une nourriture de qualité. Et en problématique induite, je pense à ces publics qui sont particulièrement victimes d'une nourriture pas très bonne pour la santé, alors qu'ils en auraient d'autant plus besoin. Je pense à tout le secteur de ce qu'on appelle la RHD, la restauration hors domicile, qui concerne principalement
les jeunes via l'alimentation scolaire, les personnes âgées aussi dans les EHPAD et les malades dans les hôpitaux. Et ces 3 publics-là auraient particulièrement besoin d'une alimentation saine et variée. Et c'est peut-être à eux qu'on sert la nourriture la plus mauvaise. En grande quantité et vite. C'est ça. Eh bien, merci d'avoir accordé du temps pour cette interview. Je vous en prie. Merci à vous. C'est intéressant, c'est du temps de gagner. Et je trouve que votre projet vaut la peine. En plus, nous sommes en lycée agricole. Donc, on est vraiment là au cœur du sujet. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci, vous aussi, au revoir. Merci Manon pour cette excellente interview. Nous constatons que depuis plusieurs années, de plus en plus d'agriculteurs sont victimes d'insultes, de vols et même d'agribashing. Selon la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la critique du mode de production agricole intensive amène un dénigrement systématique du secteur agricole. Cette boucle infernale peut même pousser certains exploitants au suicide. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés. C'était C'est juste une question d'agriculture. À bientôt. Jeux en ligne. Téléphone portable. Réseaux sociaux. Le magazine des addictions au téléphone portable. Bonjour et bienvenue sur votre radio préférée, Radio. Aujourd'hui, nous avons mené une enquête sur la nomophobie. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon très cher ami Léo. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour cette enquête, nous avons interrogé des gens au hasard dans la rue. Nous avons invité sur le plateau un psychologue dans ce domaine, puis une personne affectée par ce phénomène, la nomophobie. Tout de suite, voici notre micro-trottoir. Nous avons essayé d'interviewer le maximum de gens. Alors, quel âge avez-vous ? J'ai 16 ans. Possédez-vous un smartphone ? Bien sûr. Combien de temps passez-vous par jour sur votre smartphone ? Je sais pas, je dirais 3 à 4 heures. À part contacter, quelle utilité vous sert-il ? Il y a des jeux, il y a des applications. Si on t'enlève le téléphone toute une journée, que se passerait-il ? Avec les cours et tout ça, ça changerait pas beaucoup. Mais après, c'est surtout à la maison, je m'ennuierais un peu plus quand même. Et tu es addict à ton smartphone ? Je pense pas à ce point-là quand même. Alors bonjour, nous sommes sur la radio Nomophobia. Possédez-vous un smartphone ? Oui. Combien de temps passez-vous par jour sur votre smartphone ? Ça dépend, mais en moyenne 4 à 5, 6, 7 heures. Sur Clash Royale, TikTok, Snapchat, Instagram. D'accord. À part contacter, quelle utilité vous sert-il ? Pour regarder TikTok et les jolies filles qui dansent. Si on t'enlève le téléphone, que se passerait-il ? Déjà, j'aurais 0 à tous les contrôles. Parce que c'est mon outil de travail majeur. Quel âge avez-vous ? 19 ans. Possédez-vous un smartphone ? Bien sûr. Combien de temps passez-vous par jour sur votre smartphone ? Je dirais 13 heures, 10 heures par jour, ouais. C'est pas mal quand même. Hein ? À part contacter, quelle utilité vous sert-il ? Moi, mon téléphone me sert à faire des recherches sur le net, à naviguer. Ça me sert aussi à regarder des vidéos et plein de choses, plein d'autres choses. Hein. Si on vous enlève le téléphone toute une journée, que se passerait-il ? Je me ferais chier, mais ça me dérange pas. Avoir cette proximité avec les gens, reparler avec... Sociabilité surtout. Sociabilité, voilà, exactement, merci. Mais non, ça me ferait chier, mais voilà, hein, une journée à la campagne, c'est bien aussi. Hein. Alors tout d'abord, quel âge avez-vous ? 28 ans. Possédez-vous un smartphone ? Un Samsung ? Combien de temps passez-vous par jour sur votre smartphone ? Un quart d'heure grand max. Si on vous enlève le téléphone toute une journée, que se passerait-il ? C'est les vacances. On va me laisser tranquille, ça y est, on m'embêtera plus, il n'y aurait plus de téléphone, ça serait magique. Ah ouais. Oui. Quel âge avez-vous ? 48 ans. D'accord. Possédez-vous un smartphone ? Oui. Combien de temps passez-vous par jour sur votre smartphone ? Ça dépend des jours, parce que j'ai pas la 4G, donc
Si je suis chez moi, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Et sinon, quand je suis au boulot, pas du tout. Donc c'est très variable. À part contacter, quelle utilité vous sert-il? Et ça me sert à plein de choses. Ça me sert d'agenda, ça me sert de réveil, ça me sert de lumière. Et aussi de regarder des vidéos de temps en temps sur YouTube. Si on vous enlève le téléphone toute une journée, que se passerait-il? Alors, a priori, rien, sauf que le téléphone, ça sert. Donc, si, je sais pas, un de mes enfants souhaite m'appeler. À part ça, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si j'ai pas Internet, c'est pas grave. D'accord. Merci à vous. Bonne journée. Et bonne journée à vous. Alors, bonjour à toi. Quel âge avez-vous? 21 ans. Possédez-vous un smartphone? Bien sûr. Combien de temps passez-vous par jour sur votre smartphone? 4 à 5 heures. À part contacter, quelle utilité vous sert-il? Jouer. Si on t'enlève le smartphone toute une journée, que se passerait-il? Ça m'embêterait, je m'ennuierais, mais j'essaierais de trouver autre chose à faire. Alors, quel âge avez-vous? 17 ans. Possédez-vous un smartphone? Oui. Combien de temps passez-vous par jour sur votre smartphone? Je sais pas, environ 3-4 heures. À part contacter, quelle utilité vous sert-il le plus? Pour aller sur les réseaux sociaux. Si on t'enlève le téléphone toute une journée, que se passerait-il? Je m'ennuierais. Quel âge avez-vous? 50 ans. Possédez-vous un smartphone? Oui, je confirme. Combien de temps passez-vous par jour sur votre smartphone? Le moins possible. À part contacter, quelle utilité vous sert-il le plus? Alors, c'est surtout les textos qui permettent des messages rapides. Et puis, de temps en temps, prendre des photos. Si on t'enlève le téléphone toute une journée, que se passerait-il? Alors, j'ai envie de dire, ça dépendrait des circonstances. En vacances, ça ne me poserait absolument aucun problème. Au quotidien, au travail notamment, ça me gênerait davantage parce que je m'en sers en fait en alarme lorsque j'ai des échéances. Voilà. Il me sert de pense-bête. Merci à vous. Quel âge avez-vous? Non, ça, je dirais pas mon âge. Possédez-vous un smartphone? Oui. Combien de temps passez-vous par jour sur votre smartphone? Le moins souvent possible. À part contacter, quelle utilité vous sert-il le plus? Envoyer des messages, mais non, je vois pas d'autres activités. Okay. Si on vous enlevait le téléphone toute une journée, que se passerait-il? Je survivrais. Alors, quel âge avez-vous? 50 ans. Possédez-vous un smartphone? Oui. Combien de temps passez-vous par jour sur votre smartphone? Entre 1 et 2 heures. À part contacter, quelle utilité vous sert-il le plus? Consulter mes mails et regarder les informations. Si on vous enlevait le téléphone toute une journée, que se passerait-il? Rien de grave. D'accord, merci à vous. Donc voilà, on remercie les personnes qui ont pu répondre à ces questions. Donc on a pu constater que la plupart des personnes âgées entre 15 et 20 ans, une bonne fourchette, passent le plus de temps sur leur téléphone en jouant aux jeux vidéo, ce qui les attire le plus. Effectivement. Et les personnes plus âgées, celles entre 30 et 60 ans, les adultes, passent moins de temps sur leur téléphone et l'utilisent de préférence plus pour le travail. On retrouve Léo qui est parti à la rencontre d'une personne victime de nomophobie. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes partis à la rencontre d'une victime de la nomophobie et elle va nous raconter comment elle est tombée dedans. Cette personne n'a pas voulu décliner son identité, alors cette personne nous l'appellerons Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie, combien de temps d'écran passez-vous en moyenne par jour? Entre 10h et 12h. Vous connaissez la nomophobie? Non, pas du tout. Alors en fait, la nomophobie, c'est l'addiction au téléphone. On dit qu'une personne est nomophobe quand elle passe plus de 10 heures par jour sur son téléphone ou sur les écrans. Est-ce que vous vous sentez atteint de la nomophobie dans ce cas-là? Non, parce que je me sens bien, du coup, je pense que non, je suis pas atteint. Mais quand même, 15 heures par jour, par exemple, si vous ne l'avez pas, votre téléphone sur vous, est-ce que si vous passez un certain nombre de temps sans votre téléphone, est-ce que ça vous procure du stress ou quelque chose comme ça? Alors comme je vous l'ai dit avant, quand je suis avec mon téléphone, je me sens très très bien. Par contre, quand je suis sans mon téléphone, je suis en souffrance.
Et essayez-vous de vous sortir un peu de votre addiction, en quelque sorte? Oui, j'essaye, mais malheureusement, c'est très compliqué. Du coup, je retombe dedans facilement. Alors Nathalie, pouvez-vous nous raconter à moi et aux auditeurs comment tout a commencé? Alors, tout commence à Noël. On m'avait offert une console et c'est parti de là. Puis après un téléphone et après j'ai jamais arrêté. J'adorais jouer et puis voilà, je fais que continuer. Alors avez-vous déjà rencontré des problèmes graves suite à cette addiction? Donc oui, j'ai eu un accident de voiture. Donc je conduisais ma voiture et en même temps je jouais à Clash Royale. Donc les deux ensemble, c'est pas possible et du coup j'ai tapé un arbre et je me suis cassé la jambe. On rappelle que Clash Royale est un jeu sur téléphone mobile. Nathalie, suite à cet accident, est-ce que vous vous êtes remis en question? Sur le coup, je me suis dit j'ai fait une erreur, mais depuis, malheureusement, rien n'a changé. Alors Nathalie, est-ce que vous voyez quand même un spécialiste pour vous soigner? Oui, donc j'ai un peu de mal à en parler parce que je suis un peu traumatisé. Je suis suivi par Romain Lacombe, un très très bon psy. Que conseillez-vous aux autres pour ne pas tomber dans la nomophobie? Bah alors, c'est quand même difficile de conseiller parce que on a tous un téléphone. Donc après c'est... Mais je sais que beaucoup d'applications existent pour sensibiliser maximum les jeunes pour éviter d'utiliser trop leurs écrans. Donc il y a une limite d'utilisation d'écran. Voilà. Bah, merci Nathalie pour cette interview et pour nous avoir accordé votre temps. Merci à vous aussi de m'avoir permis de me libérer un peu aussi. Alors maintenant, nous retournons en plateau du côté de Zach qui est allé à la rencontre de Romain Lacombe qui est spécialiste en homophobie. Merci Léo, nous sommes toujours en direct sur Ardio. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un psychologue scolaire spécialiste dans la nomophobie, monsieur Romain Lacombe. Bonjour Romain. Bonjour, d'abord je suis juste psychologue scolaire, je ne suis pas très spécialiste dans la nomophobie, mais il faut savoir que dans mon quotidien, il y a des familles, des jeunes qui sont pris par cette addiction. Et donc, du fait du terrain, je peux aujourd'hui vous dire quelles sont ces addictions et qu'est-ce que ça porte sur les jeunes. Ah oui, donc quelle classe d'âge est le plus concernée par ce phénomène de nomophobie, quoi? Alors, cette classe d'âge, bien évidemment, et simplement, il faut revenir sur la pratique du smartphone. Donc, à partir d'aujourd'hui, les jeunes, dès le collège, dès l'entrée du collège, et même avant, ont des smartphones. Donc, ça ne veut pas dire que dès le départ, ils ont cette addictologie. Moi, quand j'ai un jeune qui vient et j'ai des parents qui sont vraiment perdus, je vois le mal est fait. Et à ce moment, on parle de doudou, c'est-à-dire que le portable est devenu un doudou et on n'arrive pas à s'en séparer. Et là, après, au niveau neurologique, ça pose aussi des questions sur la concentration, sur la sociabilité, sur toutes ces relations-là. Oui, c'est sûr que sur la concentration, ça joue un rôle important. Absolument, on le voit bien. Alors, il faut peut-être un petit peu revenir sur la construction de ce système qui est créé par des énormes GAFAM qui, en fait, à l'aide de nos neurologues eux-mêmes, ils savent attirer la présence des jeunes sur ces applications, c'est-à-dire que tout est fait pour que les attirer et les garder sur ces applications. Donc, ça veut dire qu'ils sont d'abord des victimes et on les prend comme des victimes. Ok, ouais, un piège complètement infini, quoi. Alors c'est un piège, mais il y a un moment donné, il faut aussi se poser la question que c'est pas forcément le mal, l'enfer. Il faut se poser la question de comment on arrive à détourner cette attention et à se servir de ce smartphone pour que il devienne un allié. Et donc c'est tout le travail que l'on fait aujourd'hui, c'est de le mettre, de se repositionner et de savoir le mettre à l'écart et de revenir vers le smartphone et de s'en servir à la fois comme un objet de recherche, d'étude et de sociabilité, mais savoir le mettre à distance. Et tout ça, c'est un vrai travail de terrain que nous faisons avec les enseignants et les familles. D'accord, très bien. Que conseillez-vous pour
un peu moins être trop proche de notre smartphone, notre téléphone, les réseaux. Que conseillez-vous pour retourner à la vie humaine, quoi? Alors, comme toute addiction, à un moment donné, il faut savoir le poser, il faut savoir à un moment le régler, il faut mettre un cadre dans cette relation-là. Et ce cadre-là, il doit se construire avec les familles. Et donc là, on fait tout un accompagnement de savoir de cadrer le jeune, de mettre à l'écart et en fait de reprendre la main sur cet objet-là. D'accord, très bien. On parle beaucoup de contrôle parental pour les plus jeunes. Par exemple, une limite d'heures sur les smartphones. Pour les plus grands, il existe aussi des applications pour limiter le temps d'écran. Est-ce que ces choix sont alors, plutôt convenants? ça, c'est des méthodes dont on se sert. Et évidemment, le contrôle parental, c'est important. À un moment donné, c'est arriver à savoir ne plus être addict, c'est-à-dire ne plus être victime, c'est reprendre la main et s'émanciper. Voilà. Donc, il faut vraiment revenir sur arriver à s'émanciper. C'est ne pas regarder pour rien. C'est avoir un besoin de sociabilité, de recherche, de savoir quelle heure il est. Et là, ça fonctionne. Si à un moment donné, on n'a plus rien à faire, donc on regarde son smartphone au lieu d'être avec ses amis, ses camarades, là, il y a un moment donné, on est en rupture avec le monde. Et c'est là où c'est important de montrer où est la rupture. Oui, il y en a, ils parlent beaucoup de dépression aussi. Ils se renferment sur eux, dans leur coin, sur leur portable. C'est sûr que les amis... Bien évidemment, ça devient un élément de dépression qui est connu par tous les psychologues, à savoir qu'à un moment donné où on s'enferme, on n'a plus cette sociabilité, plus ce regard extérieur, et bien le mal est fait. Ouais, faut bien profiter de la vie, avant tout. Que le smartphone, c'est juste un secondaire, quoi. Comme vous faites, vous, là, en faisant de la radio, en essayant de faire autre chose, eh bien, c'est peut-être ça le conseil qu'il faut donner, c'est aller vers l'autre chose et construire des relations sociales à partir de projets collectifs. Exactement. Avez-vous d'autres conseils pour ce genre de phénomène ou Le conseil que je donnerais, c'est d'être toujours vigilant et de savoir combien de temps on passe au quotidien et de savoir qu'est-ce qu'on perd. Quelle est la moyenne d'heures ou de minutes conseillées par jour sur notre smartphone ? Comme je vous l'ai dit, c'est variable et je ne donnerai pas un élément. Je veux dire, moi, je travaille sur l'émancipation, c'est-à-dire à certains moments, à quel moment on est une victime et à quel moment on ne l'est plus. À quel moment on sait poser le téléphone et à quel moment on est perdu là-dedans. Ouais, quelqu'un qui travaille quotidiennement avec son téléphone, il regarde ses mails, il est là-dedans et c'est un outil de travail. Quelqu'un qui passe son temps à regarder des vidéos sans se poser la question de ce qu'il fait, là, il est réellement victime. Bien évidemment, parce qu'on le constate bien, quand on est sur notre smartphone, le temps passe très vite, on ne le voit même pas passer, tellement qu'on est attaché à l'écran. Donc ceci est très encombrant. Ouais, j'ai l'impression que c'est le vécu qui parle là quand vous me témoignez de ça. Mais c'est tout à fait ça, oui. Ça marche. En tout cas, merci à vous, Romain. Je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, continuez bien dans ce sens, c'est très intéressant ce que vous faites. On remercie Romain Lacombe pour ses conseils et pour tout ce qu'il nous a apporté. On vous rappelle que la nomophobie est un phénomène qui peut tous nous toucher. Soyez vigilants. Merci à toutes et tous qui nous ont écoutés. C'était Zach et Léo pour la rubrique Nomophobia. Jeux en ligne. Nomophobia. Téléphone portable. Nomophobia. Réseaux sociaux. Nomophobia. Le magazine des addictions au téléphone portable. Attention, ceci est un message du ministère de l'Agriculture. La blonde d'Aquitaine, c'est la plus bonne des blondasses. C'était un message des producteurs des blondes d'Aquitaine. Hey! Tu es un putain d'American refoulé.
America strong again. Alors arrête d'acheter des foutues bagnoles électriques. America proud Ford te again. propose un Dominator XNXX, le pick-up le plus puissant et le plus massif du marché. À vos marques, prêt, America great again. pollué. Les préservatifs La Menace sont si doux et si fins que vous en oublierez l'existence, même bien après l'acte. Par contre, il ne faut pas l'oublier. Putain, merde, je fous de la pisse partout. Putain, j'ai oublié d'enlever la capote. Les préservatifs La Menace, ça marche même pour les teubés. Ardio. La radio de los locos. Olé! Avant. Après, La rubrique culturelle. de Montagne Saint-Émilion. C'était mieux avant, ça sera mieux après. Bonjour à tous, on se retrouve sur Ardio sur la rubrique culturelle avant-après pour interviewer les élèves du lycée agricole Pro-Montagne. C'est dans leur établissement que cette pièce de théâtre s'est déroulée. Elle a été écrite et mise en scène par Ahmed Madani et jouée par son artiste Anissa, une personne touchante et troublante. On est allé à leur rencontre pour connaître leur ressenti avant et après la pièce. Tout de suite, on écoute le ressenti des élèves avant la représentation. Le spectacle que tu vas voir aujourd'hui s'appelle Au nom du Père. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Moi, je sais pas, ça me fait peut-être penser à une dimension religieuse, je sais pas, au nom du Père, mais bon, pas plus que ça. Est-ce que tu as pour habitude d'aller au théâtre ? Pas du tout. Quelles sont tes espérances vis-à-vis du spectacle ? Je m'attends à un spectacle original qui puisse nous surprendre. Le spectacle se nomme Au nom du Père. Qu'attends-tu de ce spectacle ? Vis-à-vis du titre, je pense plus à un spectacle qui sera en rapport avec la religion. Est-ce que tu as pour habitude d'aller au théâtre ? Non, pas du tout. Quelles sont tes espérances vis-à-vis du spectacle ? Je sais pas du tout. Le spectacle que tu vas voir s'appelle Au nom du Père. Tu t'attends à quoi ? Franchement, je sais pas. Quelles sont tes espérances vis-à-vis du théâtre ? Alors, j'attends beaucoup de culture générale de la part des acteurs. Quelles sont tes espérances pour le spectacle de ce soir ? Alors, j'espère qu'il y aura des meufs, ouais. Que des meufs, et du cul, et de l'humour. Du coup, est-ce que tu vas au théâtre ? Ouais, je vais au théâtre, ouais. Oh la vache ! Je suis avec quelqu'un là. Vas-tu souvent au théâtre ? Non, pas souvent. Le spectacle de ce soir s'appelle Au nom du Père. Quelles sont tes attentes ? J'espère qu'il va être bien et que ça va me plaire. Est-ce que tu as pour habitude d'aller au théâtre ? Non, jamais. La dernière fois que je suis allé, c'était au collège. Quelles sont tes espérances vis-à-vis du spectacle ? Honnêtement, je suis pas trop de théâtre, tout ce qui est spectacle, donc non. Pour moi, je vais pas trop aimer, je pense. Ouais, peu d'enthousiasme. Ouais, non. T'attends-tu à un sujet en particulier, Aurélien ? Absolument pas. Peut-être la radio, parce qu'on est sur un thème de radio, mais après, pas du tout. Est-ce que le fait que le spectacle se déroule dans une salle de classe au sein d'un lycée te dérange ? Absolument pas. Vraiment pas, honnêtement. Ok, est-ce que tu as pour habitude d'aller au théâtre ? Non. Quelles sont tes espérances vis-à-vis du spectacle ? J'en ai aucune idée, mais d'après ce que j'ai vu, certains sont ressortis avec de quoi manger, ce qui est très attirant. T'attends-tu à un sujet en particulier ? J'en ai aucune idée de quoi ça va parler. Est-ce que tu as pour habitude d'aller au théâtre ? Quand j'étais petit, j'y allais souvent parce que ma maman, elle joue au théâtre des Salinières. Elle est très forte et du coup, j'étais heureux d'aller la voir. Ah, c'est mignon. Quelles sont tes espérances vis-à-vis du spectacle ? On verra bien, j'espère que ça va être très drôle. J'espère aussi. Est-ce que le fait que le spectacle se déroule dans une salle de classe au sein d'un lycée te dérange ? Un peu, oui. Parce qu'on n'aura pas les bonbons et tout. Est-ce que tu as pour habitude d'aller au théâtre ? Non, pas du tout. Quelles sont tes espérances vis-à-vis du spectacle ? Je n'en ai pas tout à fait. Je présente mes excuses. Ok. Le spectacle s'appelle Au nom du Père. Qu'attends-tu de ce spectacle ? Et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, très bien, on se retrouve après le spectacle. Voilà, alors on verra bien si c'était bien une pièce autour de la religion, comme pensent la plupart des élèves. Maintenant, une présentation de Fanny Mertens, chargée des publics au Théâtre de Libourne, le Libournien. Ça y est, on a tout le monde ? Ok. Alors, bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Fanny Mertens, je travaille au Théâtre le Libournien. Donc, je m'occupe de deux choses au théâtre, de ce qu'on appelle les relations publiques, c'est-à-dire essayer de faire venir un maximum de gens différents au sein du théâtre. De l'action culturelle, c'est ce que je fais là aujourd'hui, en faisant venir des artistes au sein même de la structure qui est la vôtre, qui est un lycée. Et moi, je suis ravie de ça, parce qu'on aime bien accueillir des gens au théâtre, mais on est très heureux aussi d'amener les artistes au sein même des structures.
Donc là, on est ravis d'être là parmi vous avec la Madani Company. Donc vous avez la chance parce que vous allez rencontrer Ahmed Madani, qui est le metteur en scène et celui qui a écrit le spectacle que vous allez voir. Et celui de demain soir, puisque demain soir, c'est vous qui venez chez nous. Vous venez donc au théâtre, on est ravis de ça aussi. Vous verrez le spectacle d'Incandescence, qui est une autre création d'Ahmed Madani. Et là, vous allez voir le spectacle donc, qui va être joué par Anissa, qui s'appelle Au nom du Père. Et puis, je vous souhaite à tous de passer un bon moment, en tout cas. Et vous verrez, il y aura un petit moment d'échange à la fin, où vous pourrez poser des questions ou donner votre sentiment. Vous avez aimé ou pas, parce qu'on a le droit de pas aimer non plus. Ça, c'est comme tout. On va rentrer, à partir du moment où on rentre, il faut vraiment plus parler, parce que c'est comme si on rentrait dans la salle de spectacle, en fait. Et vous allez voir, il y a des chaises pour vous installer, comme vous le souhaitez. Ça marche pour vous ? Ouais, ça marche. Oui. Allez. Merci. Ok, nous allons rentrer dans la salle de théâtre. Je remarque qu'il y a une cuisine. Ouais, de ouf. Il y a une cuisine et bon, on va pouvoir s'asseoir là, en fait, en face de la cuisine. Il y a un écran aussi géant. Ouais, c'est assez troublant de voir la salle aménagée en cuisine. C'est vrai que pour la classe des termes pro, ça doit être assez gênant. Donc là, on s'assoit, on voit la comédienne. Allez, le spectacle va commencer. Je vous souhaite un très beau spectacle. Et personne ne vous a dit ce qui se passait dans cette pièce. Vous êtes au courant de rien. On n'a pas spolié. Tu vois pas qu'ils sont en mode avion là tous. Alors quand il m'a proposé de venir vous raconter une histoire tout en cuisinant pour vous, eh bien j'ai accepté. Et en plus, je suis payée. Bien. Ça y est, le spectacle est fini. Qu'est-ce que tu en as pensé, Pierre ? Franchement, j'ai kiffé, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et Anissa, vraiment très, très mignonne. Donc le paradoxe, c'est vrai que le paradoxe entre le stand-up et le théâtre est assez intéressant. Ça rend les choses comiques, surtout avec une classe de pros. On allait enregistrer les élèves après la pièce de théâtre. Voilà leur ressenti. Ok, donc Pierre Baillet. Là, nous allons accueillir les personnages qui viennent d'accéder au spectacle. Voilà, nous allons prendre leur réponse d'ici quelques instants. Ok, donc on se retrouve après le spectacle. Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle ? Franchement, j'ai bien aimé. Parce que comme ce que j'attendais au tout début, c'était pas comme les autres pièces de théâtre qu'on pouvait voir. Elle a vraiment raconté sa vie. C'est pas quelque chose qu'on s'attendait à entendre et voir. Et surtout, tu attends, c'est à moi. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la nourriture. Parce que franchement, c'est l'une de mes parties préférées. L'une des parties préférées. Ok, est-ce que le spectacle a répondu à tes attentes ? Alors de ce que je m'imaginais, non. Parce que à la base, je pensais que c'était quelque chose de religieux. Mais au final, en fait, c'était une personne qui partait à la recherche de son père. Un père qu'elle n'avait jamais connu. Et franchement, c'est quelque chose qui transmet de l'émotion. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que cela t'a donné envie d'aller voir d'autres spectacles ? Alors des pièces comme celle-là, oui. Après les pièces traditionnelles, non, parce que c'est pas trop mon délire. Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle ? Mais moi j'ai bien aimé, c'était cool. Ok, est-ce qu'il a répondu à tes attentes ? Mais j'avais pas trop d'attentes, alors Est-ce que cela t'a donné envie d'aller voir d'autres spectacles ? oui. Bon, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle ? J'ai trouvé très bien, il y avait une histoire vraie mais aussi un peu d'humour, ça j'ai bien aimé. Et aussi la pâtisserie à la fin. Donc le spectacle a répondu à tes attentes ? Oui, largement. Est-ce que cela t'a donné envie d'aller voir d'autres spectacles ? J'en voyais déjà avant mais ouais, ça m'a donné envie d'en voir d'autres. Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle ? J'ai été surprise mais j'ai bien aimé du coup. Ok, est-ce qu'il a répondu à tes attentes ? Ouais. Est-ce que cela t'a donné envie d'aller voir d'autres spectacles ? Oui. Ok, comment as-tu trouvé la pièce de théâtre ? Honnêtement, j'avais quelques doutes vu que je suis pas trop théâtre et honnêtement ça m'a surpris. Une bonne ambiance et c'est vrai que ça a changé de l'habitude parce que à cuisiner en même temps que à raconter son histoire et ça j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que ça faisait bouger les choses. Ça rendait dynamique, donc ça mettait dans une ambiance, une dynamique que on retrouve pas dans le théâtre. On était à l'aise. Est-ce que vous allez continuer à regarder du théâtre ? Mais demain on a une pièce de théâtre au Libournia et je pense que je vais être content d'y aller. J'espère que ça va pas me décevoir, honnêtement. On espère aussi. J'espère que ça va être sur la même dynamique qu'aujourd'hui. Ah, j'espère aussi que ça va être dynamique et amusant parce que c'est vrai qu'on a bien rigolé. C'est vrai qu'on a bien rigolé. Merci beaucoup Aurélien. Tiens. Qu'avez-vous pensé de la pièce de théâtre que vous venez de voir ultérieurement ? Ah, c'était pas mal, hein.
On a bien rigolé, l'histoire était belle, on a bien mangé. Les gâteaux et les amandes, c'était cool, hein. D'accord, mais qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? Bah, y avait quand même de l'émotion, de l'humour, du coup j'aimais bien. Est-ce que vous allez continuer à voir du théâtre? Pas spécialement, c'est pas mes centres d'intérêt, mais c'est rigolo des fois. Qu'est-ce que tu as vu sur cette pièce de théâtre aujourd'hui? L'histoire de Anissa qui voulait retrouver son père et qui l'a finalement... D'accord. Qu'avez-vous à noter de spécial en fait de cette histoire? Surtout une morale qu'il faut jamais baisser les bras, même si on nous invite à le faire. C'est une très belle morale, Noé. Est-ce que vous reviendrez au théâtre? Je pense, dans ma vie, il y a sûrement un moment ou un autre où j'irai au théâtre. Bah, d'ailleurs, demain, on y va. Avec toute la classe. Voilà, la classe de Terminal Pro. Merci beaucoup. On finit par une interview de Ahmed Madani, auteur et metteur en scène de la pièce Au nom du Père. Bonjour Ahmed Madani. Ahmed Madani, en effet, bonjour. Bonjour, nous allons vous poser aujourd'hui quelques questions sur le thème de votre artiste Anissa qui vient d'effectuer un spectacle devant la classe de Terminal Pro. Je vous en prie. Est-ce que tout est écrit ou c'est de l'improvisation? Alors, c'est une pièce écrite. Anissa, elle a appris par cœur 25 pages. Sinon, elle ne pouvait pas jouer ce spectacle. Et de temps en temps, elle fait des interruptions dans son texte où elle s'adresse à vous. Et là, vous lui répondez, hein, parce que là, ton texte, il n'est pas écrit quand tu parles avec elle. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, il y a une partie qui est légère, qui permet de faire des liens entre les scènes, qui n'est pas écrite, qui est improvisée, mais souvent dans un même cadre. Et puis, il y a le texte qui est écrit. Ok. Est-ce que c'est de la fiction ou de la réalité? Mais là, vous posez des questions très pertinentes, vous savez. Cette pièce, elle est construite à partir de faits réels. Et en même temps, il y a l'entrée de la fiction, elle arrive à certains moments. Et ça permet de construire une pièce qui a l'air totalement imaginaire, mais qui est quand même fondée sur des faits de la réalité. Donc, alors qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça, je laisse au spectateur le soin de reconstruire en fonction de sa sensibilité l'histoire. D'accord, ok, merci beaucoup. Bon, je tiens à vous remercier pour ce spectacle et pour votre organisation pour la classe de Terminal Pro. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, applaudissez. Bravo. Merci à tous, c'était Pierre et Louis pour la rubrique Avant-Après. Nous tenons à remercier Ahmed, Anissa et Fanny pour leurs réponses et Rémi pour son coup de main. Et n'oubliez pas, c'était mieux après. La radio